Alors, en fait, il y aurait surtout une idée fausse d'où découlent un certain nombre d'autres idées fausses. Ce serait l'idée que, en fait, ce mouvement de la Russie vers l'Asie serait uniquement fonction de la dégradation des relations de la Russie avec l'Occident. Et là, pour moi, ça, c'est une erreur que de penser ainsi. Ça ne veut pas dire que ce mouvement va être facile, que tout ira bien dans le meilleur des mondes pour la Russie en Asie. Mais en fait, c'est un mouvement qui a commencé dès le milieu des années 2000, parce que Vladimir Poutine l'a voulu, a essayé de le mettre dans la dynamique des administrations russes, et ce pour un certain nombre de raisons qui, pour la plupart d'entre elles, n'ont pas à voir justement avec la problématique, on sait qu'elle est difficile, des relations Russie-Occident. Donc parmi ces facteurs, il y a le fait que, objectivement, et je pense que la France l'a constaté aussi et beaucoup d'autres pays, on constate un déplacement des équilibres économiques et stratégiques vers l'Asie-Pacifique. Donc la Russie, avec retard, considère qu'il est temps pour elle de rejoindre cette dynamique. D'autant plus qu'une partie de son territoire, une grande partie de son territoire, se situe précisément en Asie. Et là, il y a aussi un autre paramètre qui l'a poussé à ce mouvement vers la Grande Asie, c'est la nécessité de développer ces territoires sibériens et extrême-orientaux. Donc on ne va pas développer, mais ce sont des territoires qui sont en voie de dépeuplement, en voie de désindustrialisation. Et donc la logique pour Vladimir Poutine, c'est il faut qu'on saisisse la dynamique économique en Asie-Pacifique pour redynamiser ces territoires. Parce qu'à terme, pour Poutine, c'est une menace pour la sécurité du territoire, l'intégrité du territoire, d'avoir ce mouvement de dépeuplement et de désindustrialisation en Extrême-Orient. Et puis évidemment, il y a d'autres facteurs qui ont pesé. Par exemple, l'annonce du rebalance américain dans la région a encouragé les Russes à être plus présents dans la zone, mais c'est un facteur qui est venu plus tard. Et encore une fois, Poutine a lancé cette orientation à partir de 2005. Puis enfin, il y a un facteur qui paraît un peu étonnant, parce qu'on a toujours l'impression aujourd'hui, quand on parle de la relation Russie-Chine, que c'est une amitié absolument indéfectible et sans nuage. C'est une très bonne relation, mais pour la Russie, il y a un besoin considérable de l'équilibrer par d'autres relations en Asie. Et donc ce mouvement vers l'Asie, il correspondait aussi à cette volonté de Poutine de rééquilibrer un petit peu le partenariat très étroit avec Pékin par le développement d'autres relations avec des partenaires forts en Asie. Donc vous voyez que parmi tous ces paramètres, il n'y en a pas tellement qui sont liés uniquement à la dégradation des relations Russie-Occident. Et tout ne vient pas de 2014 et de la crise autour de l'Ukraine. Alors déjà, il y a l'idée qu'il y a vraiment un rééquilibrage qui est en train de se faire, même si, j'y reviendrai certainement tout à l'heure, c'est un mouvement qui est long. C'est-à-dire que sur le volet économique, aujourd'hui, les pays de l'APEC représentent à peu près entre 25 et 30% des échanges économiques extérieurs de la Russie. Et l'Union européenne, c'est 45%. Mais il y a quelques années, c'était 20% pour les pays de l'APEC et plus de 50% pour l'Union européenne. Donc il y a quand même ce mouvement qui commence à se ressentir avec des effets concrets au niveau des échanges commerciaux, même s'il faut souligner que quand même les échanges commerciaux de la Russie avec l'ensemble asiatique, c'est en grande partie, c'est dominé par la Chine, le Japon, la Corée du Sud, et les autres pays viennent assez loin derrière. Donc il y a une grosse disproportion, et on peut rappeler quand même que la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie devant l'Allemagne depuis 2010. Donc c'est un symptôme parmi d'autres de ce rééquilibrage qui est réel. Par ailleurs, en matière énergétique, qui est un des gros volets, on va dire, de l'activité économique extérieure de la Russie, là aussi, il y a du mouvement, on peut pas le nier. Et la Russie considère que, pour des raisons politiques, mais aussi des raisons économiques qui découlent du climat de tension des relations Russie-UE, et ça aussi, c'est antérieur au conflit ukrainien, il y a une diversification, un mouvement de diversification
diversification des exportations d'hydrocarbures de la Russie vers les marchés asiatiques. Et il y a pour illustrer ça un certain nombre d'exemples. Ça a commencé par cet oléoduc Sibérie orientale, Asie-Pacifique qui sert le Japon, la Chine et d'autres pays. Vous avez cet accord qui a été passé entre Russes et Chinois en 2014, force de Sibérie, donc ce grand gazoduc qui va coûter, je crois, 400 milliards de dollars, dont la construction a déjà commencé, qui va relier donc la Russie à la Chine. Et vous avez le projet Yamal également, ce projet d'usine de gaz naturel liquéfié qui devra approvisionner les marchés asiatiques en priorité, d'ailleurs avec des financements chinois. Donc tous ces éléments vont dans le même sens d'une diversification des marchés des hydrocarbures russes, même si ça ne veut pas dire évidemment que demain la Russie se retirera de l'Europe et elle reste intéressée bien sûr au marché européen. Mais voilà, l'idée c'est on a des tensions, on voit que les Européens veulent diversifier leurs approvisionnements et de toute façon pour nous il n'est pas sain d'être aussi dépendant d'un seul marché. Donc ce mouvement-là il est également réel. Cela dit, tous ces éléments, et ce serait un peu mon deuxième point d'importance, c'est de dire que les Russes partent de très loin. D'abord sur le plan diplomatique, vous le savez bien pour avoir suivi toutes ces questions, la Russie traditionnellement a une politique étrangère qui est très européano-centrée et occidentalo-centrée. Et on a bien senti que malgré le fait que cette volonté d'aller plus vers l'Asie vient de Vladimir Poutine, on a bien senti que dans les administrations, même dans les milieux économiques russes, on a peut-être des pesanteurs, des inerties et en fait pas forcément une grande volonté d'aller dans ce sens. Donc ça commence à bouger parce que Vladimir Poutine a bien insisté sur le sujet, mais il y a une pesanteur à ce niveau-là, liée à l'histoire, à la tradition, à la culture de la Russie. Il y a aussi des différences au niveau, on le voit par exemple dans le développement des relations économiques entre la Russie et notamment les pays de l'ASEAN. C'est assez compliqué parce que il y a des cultures économiques très différentes. En Russie, beaucoup de choses viennent du top vers le bas. Et dans les pays de l'ASEAN, bien souvent, la tendance est plutôt inverse. Donc il y a des divergences fortes au niveau de la culture, au niveau économique, milieu des affaires, etc. Et un climat de l'investissement en Russie qui reste quand même pas forcément très attractif pour bon nombre de pays asiatiques, même si certains y vont, comme le Japon, qui est un investisseur assez important dans l'extrême-orient russe, la Corée du Sud, et la Chine qui vient derrière, en fait, qui n'est pas forcément la plus allante pour ce qui est de développer les investissements dans l'extrême-orient russe. Donc il y a quand même des difficultés. La Russie revient de très loin. Et puis il y a un autre élément qui pèse un peu sur son effort pour être plus présente en Asie, politiquement, stratégiquement, c'est son partenariat avec la Chine qui effectivement est très étroit, parce que dans les années 90, la Russie ne pouvait pas, en termes diplomatiques, suivre trop de priorités diplomatiques simultanément. On sait qu'elle a consacré beaucoup d'énergie au vecteur occidental. Elle considère que ça a été un échec. Elle a consacré aussi beaucoup d'énergie aux pays de son pourtour, qu'elle considère comme son étranger proche, sa sphère d'intérêt privilégiée. Et puis, il y avait le partenariat avec la Chine, parce qu'il était urgent vu de Moscou, et il y avait une urgence aussi vue de Pékin, à travailler des meilleures relations pour ne pas avoir à, utiliser des ressources inutilement en termes militaires, en termes d'énergie stratégique, en envisageant d'entrer en conflit l'une avec l'autre. Donc les deux ont beaucoup travaillé leur partenariat stratégique, surtout à partir de 1996. Le problème étant pour la Russie que quand on veut se positionner comme un acteur qui pèse dans la Grande Asie, la carte chinoise n'est pas forcément la plus facile, puisque beaucoup de pays ont des contentieux ou des craintes, ou les deux, dans leurs relations avec Pékin. Donc la Russie, aujourd'hui, un des enjeux pour elle, ça va être de montrer qu'elle peut avoir une position autonome en Asie par rapport à la Chine. Et là, c'est vrai que depuis 2014, il y a eu un tel rapprochement entre les deux qu'il y a plus de doutes peut-être aujourd'hui de la part de beaucoup de pays d'Asie-Pacifique, d'Asie orientale, sur cette possibilité que la Russie puisse jouer un jeu vraiment autonome par rapport à Pékin.
Alors, il y a plusieurs points qu'on peut suivre pour voir si la Russie peut vraiment jouer un rôle plus important en Asie-Pacifique, sachant encore une fois qu'elle part d'assez loin. D'abord, c'est qu'est-ce que ça va donner, cet effort visible de Moscou pour essayer de se positionner comme un acteur presque actif dans le projet de route de la soie chinoise, hein. Vous avez pu noter que le président russe et le président chinois en 2015 ont annoncé qu'il y aurait une connexion entre l'Union économique eurasiatique sous pilotage russe, enfin je schématise un peu pour aller vite, donc l'Union économique eurasiatique d'un côté, les routes de la soie chinoise de l'autre côté, et on voit que le président Poutine notamment, et pas seulement lui, ont déployé tout un discours sur le fait que sur cette base, il y aura un grand projet eurasiatique qui pourrait se développer, qui associerait les routes de la soie chinoise, l'Union économique eurasiatique, mais aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, les pays de l'ASEAN et peut-être même un jour l'Union européenne. À travers ça, on voit bien que les Russes sont en train d'essayer de s'emparer un peu d'une dynamique créée par les routes de la soie chinoise qui concerne directement l'Asie centrale, qui concerne aussi la Russie, même si la Russie aimerait bien d'ailleurs que ça la concerne un peu plus en termes de projets d'infrastructure, etc. Donc là, on verra si finalement les Russes arrivent à donner du concret derrière cette histoire de grands projets, parce que les Russes aiment bien réagir en grands ensembles géopolitiques, des grands projets avec des grands thèmes comme cela. Du côté chinois, d'un côté, on ne s'oppose pas, mais on ne réagit pas non plus beaucoup, et on sent que côté chinois, il faut aussi qu'il y ait des projets concrets derrière pour pouvoir emboîter un peu le pas à ces grands projets russes qui visent surtout à dire que la Russie est une partie prenante dans cette affaire, alors qu'en fait, elle court plutôt derrière une dynamique. Un deuxième élément, ce serait certainement de voir si la Russie peut jouer un vrai rôle par rapport au dossier nord-coréen. Elle essaye de donner l'impression qu'elle peut jouer un rôle particulier dans cette affaire-là. C'est vrai qu'elle a quand même des canaux diplomatiques à actionner, mais en termes économiques, elle a beaucoup moins à faire valoir que la Chine. Et la Chine a aussi ses canaux diplomatiques. Donc on voit que Moscou essaye quand même de jouer un rôle à part entière en le reliant à ses liens avec l'Union européenne. On sent qu'elle essaye de jouer cette carte, ce qui vise aussi bien à la positionner différemment dans le grand jeu asiatique, où c'est vrai, on sent bien qu'on attend un peu toute force d'initiative face à une situation qui est quand même assez dramatique. On a vu notamment cette diplomate responsable des relations avec les États-Unis qui est venue à Moscou, donc il y a eu plusieurs initiatives russes. La question est de savoir si finalement Moscou va plutôt tendre, comme elle le fait plutôt actuellement, à s'aligner sur les positions de la Chine, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de visions communes entre les deux sur ce dossier, ou si elle va jouer plus volontairement une carte un peu à part qui pourrait lui permettre de rehausser son importance vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis des Européens, vis-à-vis évidemment des puissances régionales. Et le troisième point, le dernier, ce serait justement par rapport aux puissances régionales, où peut aller ce rapprochement que l'on sent entre le Japon et la Russie. Mais c'est une histoire longue, hein, souvent l'impression qu'ils se rapprochent, puis finalement ça donne rien, etc. Il y a deux points à avoir en tête, c'est que d'une part, côté japonais, il y a une vraie volonté, parce qu'on considère à tort ou à raison que peut-être la Russie peut être un point d'appui dans le souci de modérer les ambitions chinoises à l'échelle régionale. Et la Russie, sans employer un tel discours, suggère qu'elle peut peut-être jouer un rôle de modération sur les ambitions chinoises dans la région. Donc il y a cet élément-là, avec aussi bien Vladimir Poutine que le Premier ministre japonais qui semblent quand même plutôt sur la même longueur d'onde à ce sujet-là. Mais de chaque côté, vous avez des forces qui ne sont pas forcément très favorables. Donc ça reste un problème. Mais il y a quand même des éléments importants. Par exemple, il y a le fait que les deux, malgré le non-règlement du problème territorial, ont décidé de collaborer ensemble sur des projets économiques sur les îles Kouril ou territoire du Nord, selon le côté d'où on se place. Donc là, je pense que c'est quand même une dynamique qu'il faut quand même suivre parce que
en fonction des évolutions, ça peut peut-être donner un petit peu plus de cartes à la Russie et peut-être la positionner comme acteur constructif dans la Grande Asie. Ce qui pour l'instant n'est pas tellement l'image qu'elle a, d'autant moins qu'elle vend des armes à la Chine, et en plus avec une sorte de saut qualitatif dernièrement avec la décision de vendre des systèmes antiaériens S-400, les avions Sukhoi 35. Elle vend aussi au Vietnam et elle dit, voilà, grâce à mes ventes d'armes, je stabilise les régions parce que je stabilise les équilibres de force, mais j'ai l'impression que dans la région, on ne le voit pas forcément comme ça. Donc pour la Russie, il y a vraiment un problème de crédibilité en termes politiques et stratégiques. Et les 3 dossiers que j'ai mentionnés sont peut-être des dossiers sur lesquels elle peut essayer de jouer pour se crédibiliser un peu plus comme acteur qui peut faire une différence en Asie-Pacifique, sachant qu'elle mise aussi sur l'effet d'image qu'a pu avoir pour elle. Et ça, je crois que ça a été remarqué en Asie néanmoins, c'est la Syrie, c'est-à-dire qu'en Syrie, vue d'Asie, la Russie a quand même montré qu'elle avait des capacités militaires restaurées et qu'elle avait aussi une capacité à jouer une diplomatie assez habile. Et on a l'impression que la Russie essaie de valoriser ses cartes aussi dans son effort pour se repositionner en Asie-Pacifique.